Bonjour à tout le monde, merci d'être à notre rendez-vous. Donc, je rappelle aujourd'hui notre café philosophique. Le thème du jour, n'y a-t-il de connaissances que scientifiques? J'ai le plaisir de vous accueillir, monsieur Alexander Brugman. Je crois savoir que vous êtes journaliste, historien, probablement philosophe, homme de communication. En tout cas, merci d'être avec nous. Peut-être vous aimeriez dire ou préciser peut-être quelques-unes de vos qualités professionnelles, personnelles. Je ne sais pas si c'est des qualités, mais c'était des qualifications. Voilà. Oh, J'ai été journaliste. J'ai 78 ans pour parler suisse. Et j'ai été pendant plus de la moitié de ma vie active journaliste, essentiellement politique et économique, politique internationale. Et puis, le reste de ma carrière, je dois l'avouer, j'ai fait de la communication, comme vous dites. J'étais chargé de relations publiques dans différents domaines, responsable de relations politiques publiques, pardon. D'ailleurs, les Américains appellent ça public affairs, ce qui est plus juste, euh, dans plusieurs domaines, financiers, médical, pharmaceutique pour être précis, et même politique. Et donc, j'ai pu acquérir une certaine connaissance du monde dans lequel nous vivons. Voilà. Maintenant, quant à ma formation initiale, je suis historien. Et en tant qu'historien, je me suis aussi toujours intéressé aux systèmes de pensée qui ont existé. J'ai suivi pas mal de cours de philo, notamment avec Jean Hersch à l'époque. Et depuis que je suis, comme on dit si gentiment, à la retraite, je m'y suis plongé de nouveau avec passion, parce qu'en général, tout ce que je le fais avec enthousiasme. Voilà. Je ne sais pas que dire d'autre. L'essentiel, me semble-t-il, ici, n'étant pas d'être un parangon d'érudition précise, mais d'ouvrir des portes, d'amener à poser des questions, parce que je crois que le but final de la philosophie est de poser des bonnes questions, et que c'est plus important que de prétendre avoir des réponses. Voilà. merci pour votre passion pour la philosophie. En tout cas, merci de la partager avec nous. Mais sans attendre, j'ai envie tout de même qu'on discute un peu de cette question de connaissance, du savoir. Alors, une première question peut-être, quel besoin pousse les hommes à connaître, à poursuivre des connaissances et finalement de constituer des savoirs? Ah, je pourrais vous dire qu'on n'en sait rien, mais c'est pas tout à fait vrai. Euh, Premièrement, toutes les créatures vivantes ont un besoin inné de se situer dans leur environnement. Pour se situer dans un environnement, il faut se l'approprier. Pour se l'approprier, il faut le connaître. Donc, on le voit très très bien aussi chez le nourrisson. Déjà, le nourrisson est curieux de ce qui l'entoure. Et il en fait assez rapidement connaissance. Hein. C'est extraordinaire, c'est incroyable. En quelques mois, il reconnaît un certain nombre de personnes, il reconnaît des situations. Et alors là, on touche tout de suite encore une autre chose. C'est que non seulement on s'approprie le monde qui nous entoure, mais on s'approprie soi-même dans une certaine mesure. Parce que pour que le bébé crie quand il a faim, il faut d'abord qu'il ait faim. Et comment sait-il qu'il a faim? Donc il y a déjà là aussi une connaissance. Nous avons une connaissance intérieure, une connaissance de nous-mêmes qui est corporelle. Entre parenthèses, un des très grands penseur de la science médicale, qui s'appelait Georges Canguilhem, a eu
je me souviens d'une tête de chapitre chez lui, une réflexion là-dessus. C'est titré Le corps et ses raisons. Vous vous souvenez de la phrase de Pascal quand il disait le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Alors quand Guilhem continue en disant le corps a ses raisons. Alors là aussi, c'est une forme de connaissance. Alors ça nous amène à une question à laquelle la science apporte des tentatives de réponse très contradictoires qui s'excluent les unes des autres. C'est qu'est-ce que c'est que notre conscience? Ce qu'on appelle la conscience cognitive. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et une des approches de cette question, c'est que l'homme, c'est l'animal qui se raconte continuellement des histoires. Nous nous racontons continuellement quelque chose. Aïe, j'ai mal aux pieds. Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose que je vois là dehors? Oh, qu'est-ce que j'entends? Oh, c'est chaque fois traduit en mots. Nous nous parlons continuellement toute la journée. Ou alors nous dormons. Et puis quand nous ne nous parlons pas, nous nous racontons des histoires sous une autre forme. Les rêves. Les rêves sont toujours des récits de quelque chose. Peut-être incohérent, peut-être incompréhensible, mais on nous raconte quelque chose. Donc ce besoin de se raconter le monde intérieur et le monde extérieur a probablement existé, pas seulement chez le Homo faber, mais même chez le Néandertal. À l'origine de l'homme, quasiment. Probablement. Mais j'avais deux questions qui me venaient à l'esprit. Donc finalement, vous nous dites que la connaissance de l'homme, la connaissance de son contexte, lui permet d'abord de se connaître lui-même, Ouais. et d'autre part, d'organiser, de construire des liens avec les autres. Donc, sous-entendu, d'organiser une société. Voilà. Mais finalement, quelle est la place de cette connaissance? Parce que finalement, cette connaissance, elle va être largement et rapidement, on va dire, instituée. Si je pense aux théories religieuses, ou qui fait partie des mythes, qui fait partie des groupes sociaux. Donc voilà. Pourquoi c'est impératif, disons, de créer des savoirs, d'une part, d'autre Ouais. part, d'organiser, d'institutionnaliser ces savoirs? C'est une question très complexe. Il semble que l'humanité ait vécu très longtemps d'abord sur la base des familles, puis des tribus, etc., qui se sont élargies successivement. Et dans toute communauté, entre parenthèses, pas seulement humaine, aujourd'hui nous savons très très bien que c'est le cas chez beaucoup de mammifères. Dans beaucoup de communautés, il faut une organisation pour que les individus se supportent les uns les autres. Je le dis maintenant de la manière la plus pessimiste possible. Entre parenthèses, il y a un parallèle dans la science du vivant, enfin la biologie. On constate que déjà les amibes ont un mode de fonctionnement communautaire, plus ou moins hiérarchisé, et puis surtout organisé. Il n'existe aucune espèce du vivant sur Terre qui n'ait pas un besoin d'organisation qui se traduit alors de mille manières différentes, qui sont très rarement démocratiques. Et c'est, entre parenthèses, c'est aussi déjà le cas dans notre propre corps. Il y a des organisations, tout est organisé pour que ça puisse jouer ensemble. Parce que alors nous avons développé une série de choses qu'on appellera l'affectivité, la solidarité, qui font contrepoids à des mécanismes purement égocentriques. Et c'est probablement le cas depuis les origines. Et alors, quant à savoir si vraiment on s'est posé des questions de fond, je pense que la réponse est oui. Moi, je me souviens vaguement d'un tableau de Gauguin, sous lequel il a écrit d'où viens-je, où suis-je, où vais-je. Je ne suis pas sûr que la citation soit textuellement exacte.
C'est peut-être d'où est-ce que je suis venu, je ne sais plus. Mais c'est ça. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Et euh, je pense que c'est des questions qui se sont posées initialement. Et alors, en fait, en termes philosophiques contemporains, je reprends la formule telle que Heidegger la formule, ça c'est la question, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors évidemment, ça c'est une question radicale, que ne se posaient peut-être pas sous ces termes les gens passés, lointains, mais il y a une réponse à ça. C'est un Dieu, c'est un fétiche, c'est peut-être de la magie, mais j'ai besoin d'une explication. J'ai besoin d'une explication. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fous? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là? Et puis l'autre tribu, là-bas. Pourquoi est-ce que nous sommes différents d'eux? Alors là, il me faut une explication. C'est des ancêtres, c'est des esprits, c'est quelque chose. Si vous permettez, je vous raconte une anecdote vraiment très curieuse. Dans les années 1840, les Anglais ont envoyé, j'ai oublié maintenant son nom, donc pardonnez-moi l'imprécision, mais ils ont envoyé un gouverneur en Nouvelle-Zélande, qui était pratiquement encore vierge de population blanche à l'époque. Et puis ce gouverneur s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à parler avec les autochtones. Et alors, il fait beaucoup d'efforts et finalement, après une année environ, il a publié un dictionnaire de la langue locale, euh, dictionnaire, traduction anglaise. Et puis, il est arrivé quelque chose de tout à fait étrange. Il s'est rendu compte que même en comprenant leur langue, il ne comprenait strictement rien à ce qu'ils disaient. Pourquoi? Parce qu'il se référait pour chaque action, pour chaque événement qui se déroule, à des événements qui se passaient dans l'au-delà. Et alors, il a commencé à étudier ce qu'il a appelé leur mythologie, leur système de pensée, qui était purement mythologique. Et il a publié un deuxième bouquin sur la mythologie, je crois que c'est des Maoris, je mélange tout, mais des autochtones de Nouvelle-Zélande. C'est faux, c'est pas des Maoris. Mais les mêmes, entre parenthèses, continuent aujourd'hui encore à faire de la peinture pariétale qui est exactement similaire à ce qu'ils faisaient il y a 30-35 000 ans. C'est extraordinaire. En d'autres termes, tout le système de connaissance du monde qu'ils ont est mythologique. Et ce système de pensée mythologique, nous le retrouvons sous des formes les plus diverses, voire Lévi-Strauss, appelons ça un mythologique au sens le plus large, parce qu'en général, ça rejoint des systèmes magiques. Et vous le retrouvez chez Lévi-Strauss, vous le retrouvez encore chez les peuples d'Amazonie, dans la mesure où on leur permet de survivre. Ce sont des modes de connaissance du monde. Oui, mais m'apparaît une petite question finalement. Les sociétés appréhendent le monde pour se situer, pour se connaître, pour s'organiser, on l'a dit. Elles créent pour ça des mythologies, des récits, mais ça adjoint des normes avec ces récits. Pas seulement un récit, mais des normes. Des normes, des institutions. Une institution, des institutions, des règlements juridiques, et j'en passe, qui structurent les rapports entre eux et les rapports à la société, voire le rapport des individus à la spiritualité, n'est-ce pas? Donc finalement, on se retrouve dans un paysage qui n'est pas si différent aujourd'hui. On pourrait Oui. Alors la question que je vous pose, c'est dans ce champ-là, quel est le rôle de la philosophie? Bon, on voit bien qu'il y a une évolution dans la société. Alors éloignons-nous pour un instant de l'Europe. C'est très intéressant la manière dont vous formulez ça, parce que vous avez tout de suite parlé aussi des aspects juridiques et tout ça.
il y a eu une grande querelle en Chine il y a 2500 ans, peut-être 3000, peut-être plus. Enfin, on est dans un domaine un peu compliqué. Il y avait une école de penseurs qu'on appelle, nous, les légistes, qui pensaient que pour organiser la société, il fallait un maximum de lois, il fallait tout codifier, etc. Donc, on est à une époque où il y a déjà eu une longue histoire en Chine. Il y a eu des royaumes qui se sont combattus, etc. Il y a eu 6 royaumes, puis il y en a eu 3. Puis finalement, oui, enfin bon, en 221, sauf erreur avant Jésus-Christ, il y a eu un personnage d'une brutalité extraordinaire et en même temps d'un talent d'organisation fabuleux, qui s'appelait Qin Shi Huangdi, qui a euh, unifié ça, donc, le premier empereur. Bon. Mais donc bien avant, encore du temps des royaumes combattants, il y a eu ces légistes qui pensaient que pour assurer l'avenir de la communauté, il fallait un maximum de lois, de codes, etc., naturellement hérités du passé. Puis ils ont eu un adversaire qui s'appelait Kung Fu, Confucius, et un adversaire absolu qui disait qu'on ne peut pas codifier les comportements humains dans la loi parce qu'il n'y a que des cas particuliers. C'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout la vision que nous avons de la Chine ou du confucianisme. Mais en fait, Confucius dit il faut institutionnaliser, pérenniser la coutume. La coutume. Juste entre parenthèses, il y a un État européen, même s'il ne fait plus partie de la communauté, qui encore aujourd'hui n'a pas de constitution et dont le droit est basé sur la coutume. Et c'est l'Angleterre, le Royaume-Uni. Le droit coutumier, qui entre parenthèses aussi en Europe a duré pendant tout le Moyen Âge. En fait, le culte de la codification nous vient des Romains. Maintenant, je dis ça parce que probablement ce qui a dominé pendant la majeure partie de l'histoire et de ce que nous appelons la préhistoire, c'est la coutume. Ce n'est pas la règle. Et la règle juridique. Le droit, en fait, ne peut d'ailleurs commencer réellement que dans un système d'écriture. Et comme nous le savons, l'écriture n'apparaît que très 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 tard, c'est-à-dire à peu près 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, au Proche-Orient, dans le royaume de Ur. Puis, il est ensuite transporté par un peuple très voyageur qui s'appelait les Phéniciens. Bon, notre système d'écriture. Entre parenthèses, le développement des écritures chinoises est à peu près simultané. Hein. Des écritures successives sur lesquelles un sinologue genevois qui s'appelle Jean-François Billetter a publié un livre magnifique avec des illustrations magnifiques chez Skira. Il y a aussi une esthétique dans l'écriture, hein, évidemment. Et donc, la coutume nous renvoie toujours au passé. Et ce qui caractérise toutes les sociétés anciennes et aussi les sociétés actuelles non occidentalisées, dans un certain sens, c'est le règne de la coutume et la référence au passé. C'est-à-dire que on s'invente, parce que c'est toujours la question de Bobin, d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Donc on s'invente un passé qui est en général bien meilleur que le présent, qui est supérieur, n'est-ce pas? Même chez les Grecs, alors, il y avait des géants à l'origine. L'humanité est dégénérée. L'humanité est une apparition déjà dégénérée. La même chose chez les Germains. La même chose, entre parenthèses, dans l'hindouisme. Le passé est toujours meilleur.
Entre parenthèses, nous retrouvons ça sous une forme très différente dans l'idée du paradis initial et de la chute. Parce que dans le paradis initial, tout était parfait. Donc, l'existence humaine, parce qu'on se rend compte de son imperfection, et alors en plus, nous ne nous rendons absolument plus compte aujourd'hui de ce que devait être la vie. Euh, Par exemple, si on parle encore de connaissance, euh, pour avoir la connaissance des plantes et des fruits qu'on peut manger, il y a certainement des milliers et des milliers de nos ancêtres lointains qui ont péri parce qu'ils ont mangé quelque chose de poison. Euh, Oui, mais non, non, oui, je vous laisse finir. non, mais je veux juste dire que donc, euh, que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine mental, l'être humain ne peut pas vivre sans une forme de connaissance, que cette connaissance maintenant soit imaginaire ou qu'elle corresponde à une réalité. Je cueille ce champignon et pas l'autre. Donc, tout est connaissance. Mais finalement, l'écriture va jouer un rôle déterminant dans la transmission de la connaissance, mais également dans euh, le contrôle social, Oui, si je vous comprends. oui, oui, mais ça c'est tout à fait clair. Et d'ailleurs, nous voyons. Bon, enfin, ça c'est une question extraordinairement compliquée, la naissance des États, hein, puisque nous ne concevons le monde que fonctionnement à l'intérieur de l'institution étatique, etc. On a cru longtemps que c'était apparu à peu près avec l'agriculture, mais nous savons aujourd'hui, grâce à un anthropologue, ethnologue, etc., qui s'appelle James Scott, qu'en fait, l'agriculture est née beaucoup plus tôt qu'on le croyait, et pas seulement au Proche-Orient, hein, et que les États sont apparus beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, c'est compliqué, euh, et dès qu'apparaît l'État, nous avons d'ailleurs, pendant des siècles et des siècles, et jusqu'à une date très récente, ce qu'on pourrait presque appeler à l'extrême une symbiose entre la religion et l'État. Euh, C'est-à-dire que le système de représentation du monde, qu'est la religion, euh, sert en même temps de système de domination, pour le dire d'une manière très simplifiée. Et entre parenthèses, j'entendais l'autre jour, absolument par hasard, dans le bus, un pasteur qui disait pique-pendre de Voltaire en citant la fameuse formule de Voltaire, il faut écraser l'infâme. L'infâme, c'était la religion, disait-il. C'est faux. L'infâme, c'était pas la religion en tant que telle. Non, l'infâme, c'était l'Église, catholique en l'occurrence, Donc l'institution. l'institution qui exerçait un pouvoir absolument exorbitant, encore au XVIIIe siècle. Et donc, ce n'était pas même la religion qui était en cause, entre parenthèses, la révolution anticléricale s'il en était, mais la révolution, prenons le cas de Robespierre, qui a voulu instituer le culte du Dieu raison. Et il y a eu même des cultes, n'est-ce pas, qui ont eu lieu. Et Voltaire à Ferney, il suffit d'aller à Ferney, il y a une église sur laquelle vous pouvez lire Voltaire erexit, non, non c'est le contraire, Deo et erexit Voltaire. Voltaire a édifié pour Dieu. Mais ce n'était pas d'hypocrisie, il était théiste. Il croyait en un Dieu qui organise le tout. Comme une mécanique, peut-être un peu, mais enfin un Dieu quand même. Mais là, nous avons un autre sujet qui est que le système de connaissances religieux, évidemment, est aussi un instrument de pouvoir. Et puis ensuite, entre parenthèses, aussi un certain nombre de savoirs scientifiques sont au service des institutions.
Oui, mais moi j'ai envie de vous provoquer. Là. Donc si vous voulez, on passe d'une mythologie religieuse qui explique le monde et qui travaille et qui est au service du pouvoir de l'époque, Qui peut l'être. qui peut l'être, et on voit apparaître la philosophie. Alors on pourrait comprendre au premier chef que les philosophes sont d'abord des contestataires, des Oui. dangereux terroristes, mais finalement ils vont s'imposer. Alors qu'est-ce qui explique ce contre-pouvoir et l'apparition d'un autre pouvoir qui serait le pouvoir des philosophes? Si ton texte est un pouvoir, évidemment. En tout cas, en Chine, oui, les systèmes philosophiques ont toujours été utilisés par le pouvoir impérial. C'est certain. Et c'est encore le cas aujourd'hui où on a ressuscité une certaine image de Confucius. Je dis une certaine image parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, on n'a pas de texte de Confucius, on a des dialogues et des récits qui ont été écrits par des disciples. Et il y a deux écoles déjà chez ces disciples complètement divergentes. Et l'État se réfère à une seule de ces deux écoles. C'est assez amusant parce que le plus grand philosophe confucianiste après lui, qui s'appelle Mencius, enfin, en termes latinisés, même, écrit, je dis juste entre parenthèses, que l'homme est fait d'un bois tellement tordu que rien ne le rendra jamais droit. Donc une vision extraordinairement pessimiste de l'humanité. Alors c'est très amusant, j'ai un excellent ami chinois, très haut fonctionnaire, très cultivé, incroyablement intelligent, mais pour qui Mencius n'existe pas. Parce qu'on enseigne la vision optimiste, la vision de l'homme perfectible, de l'homme qui naît bon, et que l'éducation rendra encore meilleure. Parce que 2000 ans avant Rousseau, il y a déjà eu une école qui disait que l'homme naissait bon. Alors ça arrange le système actuel. Parce qu'il peut, au nom de cette bonté qui mène à l'harmonie, condamner tout ce qui est déviant. Juste entre parenthèses, donc là, vous avez un exemple parfait d'utilisation de la philosophie. Mais pour en revenir à l'Occident, la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie, apparaît très tard. Bon. Homère, on pense donc la mythologie dans sa forme épique. Hein. Il y a deux grands poèmes épiques de l'espace méditerranéen. Il y a le mythe babylonien de Gilgamesh, et ensuite nous avons l'Iliade et l'Odyssée. Alors ces deux grands récits épiques, c'est entre l'an 1000 et l'an 800 à peu près. Bon. Peut-être un tout petit peu plus tard, mais peu importe. Nous sommes encore dans la mythologie, mais nous sommes déjà aussi un peu dans l'histoire. Et puis, un siècle et demi plus tard, apparaissent les premiers penseurs que nous disons philosophes. Alors, on appelle ça les présocratiques, voilà. C'est ces catégories historiques qu'on a faites au XIXe siècle. C'est comme le mot préhistoire, qui au fond n'a aucun sens, parce que bon, tout est histoire. Mais alors il faut tout de suite dire une chose pour ce qu'on croit savoir de la philosophie de l'Antiquité grecque. Par exemple, pour les présocratiques, ce qui nous en est livré est le résultat du hasard. C'est ce qui a survécu. Hein. Il y a des choses qui ont brûlé, il y a des choses qui ont été perdues, il y a des choses qui ne nous ont été transmises que par 10 intermédiaires, c'est-à-dire 10 falsificateurs. Au fond, ce que nous savons est très fragmentaire. Mais peu importe, nous avons des gens comme Thalès de Milète ou bien Héraclite, etc., dont nous possédons des fragments et des textes certains, par exemple, toute la théorie encore moderne, enfin, par exemple, tout Heidegger repose sur un texte de Parménide qui date aussi du 7e, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Oui.
donc le discours sur l'être et tout ça. Et alors, ces premiers penseurs sont, comme vous le disiez, ce sont des libres penseurs, disons, en ce sens que les explications mythologiques de la création, de tout ça, ne les satisfont pas, disons-le comme ça. Et alors on voit apparaître toutes sortes de théories. Portales, le monde est né de l'eau. Hein, bon, enfin, bref, pour Héraclite, à l'origine, il y a le feu. Entre parenthèses, nous trouvons chez Héraclite le principe de la polarité. C'est-à-dire que pour que quelque chose puisse vivre, il faut qu'il y ait contradiction. Il faut qu'il y ait un oui et un non. Ce qui est vrai pour l'électricité, elle est pour beaucoup d'autres choses. Et le même Héraclite qui a déjà cette notion extraordinaire que je ne baigne jamais deux fois dans le même fleuve. L'idée étant très intéressante que tout a changé, l'eau, mais le cadre est resté. Cette fleuve, il y a un cadre, il y a quelque chose qui reste. Ce qui nous amène d'ailleurs aux théories les plus modernes de la biologie. Jacques Monod, Jacob, je les cite parce que nous leur devons la mise en lumière de ce qu'on appelle l'ARN messager, grâce auquel nous avons des vaccins nouveaux types qui fonctionnent. Mais je les cite, pardon, pour une raison. C'est parce que Monod a bien mis en lumière que ce qui caractérise le vivant et l'évolution, c'est qu'il y a un élément, enfin, constant, et puis il y a ce qu'il appelle une télénomie. Il y a un élément constant, quelque chose qui reste toujours, et puis il y a quelque chose qui va quelque part. Mais il dit télénomie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça va. Le vivant évolue, mais on ne sait pas vers où. Donc, entre Héraclite et ça, il y a quand même une filiation. Il y a un autre penseur présocratique qui s'appelait Démocrite, qui disait que le monde est composé d'atomes, c'est-à-dire de particules infiniment petites. Et ensuite, toute une théorie qui, entre parenthèses, aura sa suite à Rome, par exemple, dans ce magnifique livre qui s'appelle Des choses de la nature, De Natura Rerum, Lucrèce, chez lequel cette théorie atomiste est très fortement développée. Alors évidemment, pas du tout d'une manière qui correspond à ce que nous savons ou croyons savoir aujourd'hui, mais toujours est-il qu'il y a là aussi un fil de pensée qui nous amène des origines jusqu'à l'époque à peu près contemporaine. Donc les premiers philosophes se demandent d'où vient le monde, tout comme les religions. Il y a toujours cette recherche des origines. Et là encore, les physiciens actuels qui nous parlent de préférence, c'est la thèse préférée pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ils nous parlent du Big Bang. C'est toujours la recherche des origines. Il faut tout de suite ajouter, juste une parenthèse, que le Big Bang ne nous amène pas aux origines, parce que pour que le Big Bang ait pu avoir lieu, il fallait d'abord qu'il y eût une masse infiniment concentrée de matière, énergie. Puisque vous allez dans la complexité, permettez-moi de revenir à la philosophie. C'est-à-dire, là on parle de physique nucléaire, mais là, j'aimerais quand même comprendre, après l'Antiquité, les Grecs, enfin bref, comment se sont constituées les différentes écoles philosophiques, qu'on appelle les rationalistes, les empiriques, oui, alors là, peut-être les positivistes, enfin bref. Vous sautez de nouveau 1500 ans, oui. Au moins. Oui, Mais vous savez, le temps est compté.
Oui, et en Oui, fait, dans l'histoire, 1500 ans, pas c'est peu de choses. grand-chose. Parce que finalement, moi qui suis ni philosophe, ni un scientifique, en lisant deux, trois papiers, je me suis rendu compte que la personne que je suis, modeste, a des idées ou croit à des mythes qui seraient encore des mythes du point de vue de la connaissance scientifique ou de la connaissance philosophique, à savoir Que la question de la vérité, par Aïe. exemple. Aïe, oui. Alors, C'est quoi la bon, vérité et comment les philosophes a- abordent cette question? alors je vais essayer d'être aussi fulgurant que vous, en simplifiant vraiment à outrance. Mais la philosophie a eu, pendant une brève période, non, disons ça autrement. La religion prétend détenir la vérité, ou du moins le chemin de la vérité. Pendant le Moyen Âge, la philosophie était entièrement ancillaire, enfin, c'était la servante de la théologie, et donc la philosophie prétendait mener à la vérité. Euh, cette vérité ne pouvait être que d'ordre spirituel, enfin, non matériel, immatériel. Hein, la vérité est théologique. Euh, et il n'existait pas dans les universités médiévales, parce que ça c'est encore une chose qu'il faudrait au moins toucher un mot. La connaissance, comment on diffuse la connaissance. Il y avait des écoles en Grèce, il y avait des écoles à Rome. Charlemagne les a réinventées avant et après l'an 800. Mais enfin bon, et puis dans les monastères, effectivement, il y avait des écoles. Et puis le Moyen Âge a créé ce qu'on appelle les universités. Une caractéristique, en Grèce encore, tout était local, régional. Le savoir aussi. D'ailleurs, les mythologies aussi. Ce qu'on apprend à l'école sur la mythologie grecque, c'est du pipi de pain permanent parce que il n'y avait pas une mythologie grecque, il y en avait une par région, par ville, par village. Il y a même une multitude de dieux qui n'apparaissent qu'à un seul endroit, etc. Enfin, c'est très compliqué. Mais donc les connaissances s'universalisent au Moyen Âge chrétien au service de la vérité, de la recherche de la vérité. Arrive le XVIe siècle où nous avons, à Prague, nous avons le nommé Kepler, nous avons à Florence et à Sienne un nommé Galilée, etc., qui font des recherches encore tout à fait naïves sur ce qui se passe dans le ciel, qui constatent qu'un certain nombre de choses qu'on leur disait depuis toujours, en fait depuis la fin de ce qu'on appelle la période hellénistique à Alexandrie, Ptolémée, l'image du ciel et de la terre était figée depuis ce temps-là, et puis tout à coup, ces astronomes s'aperçoivent que ça ne joue pas. Enfin, qu'il y a des éléments qui ne jouent pas, puis ils développent un autre mode d'approche. Alors nous avons bon, le célèbre phénomène de Galilée, qui arrive à la conclusion qu'après tout, c'est pas, la Terre n'est pas le centre du monde. Alors, vous savez, cette prétention de vérité, elle est étroitement liée à ça. La prétention de vérité est liée au fait que la Terre est le centre de l'univers et la Terre a été créée pour l'homme. Donc c'est l'homme qui est en fait le centre du centre de l'univers. Mhm. Et il est en relation directe avec son créateur, qu'il a créé à son image. Donc, vérité, certitude. Mhm. Et puis voilà que vient un type qui nous dit mais non, mais c'est pas du tout comme ça. C'est nous qui tournons autour d'autre chose. Nous ne sommes que la partie d'un cosmos. Alors avec en plus, on commençait à se rendre compte que l'univers était beaucoup plus vaste qu'on ne l'imaginait, etc.
donc cette notion-ci d'infini qui apparaît. Et alors, c'est à partir de là à peu près que commencent ce qu'on appellera les sciences naturelles, en tant que discipline séparée du reste. Avant ça, ce que Aristote appelait la physique, c'est-à-dire ce qui se relate aux choses que je peux toucher, au matériel, la physique était un département de la philosophie, un petit département, en fait secondaire. Et avec l'apparition des sciences naturelles, on va lentement donc vers une connaissance du monde qui n'a plus besoin de Dieu. Alors la prétention de vérité est réservée encore à la philosophie à peu près, disons, jusqu'au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, nous avons un courant rationaliste, post-cartésien, enfin bon, j'ai sauté sur des cartes, mais qui pense que la raison humaine peut arriver à la vérité des choses, à une vérité. Bon. Mais cette vérité des choses ne nous apparaît que sous certaines conditions. Et là, il faut revenir à Descartes. Quel est le point de départ de tout savoir pour Descartes? C'est le doute. C'est le doute. Il faut douter de tout pour commencer à penser. Donc il ne peut pas y avoir de vérité sans doute. Là, c'est encore une autre école qui ensuite renvoie aussi d'ailleurs de nouveau à l'Antiquité, ce qu'on appelle les sceptiques, etc. Et alors nous avons en Angleterre deux penseurs, nous avons, bon, un troisième qui va s'y opposer plus ou moins, mais enfin nous avons deux penseurs qui commencent vraiment à réfléchir à la manière dont la connaissance est constituée. À se demander, mais comment est-ce que je connais? Comment est-ce que je peux connaître quelque chose? C'est David Hume et John Locke. Et David Hume, c'est l'empirisme pur, ce qu'on appelle empirisme, c'est-à-dire une doctrine qui vous dit je ne peux apprendre que par l'expérience. Je ne peux concevoir que ce que je peux toucher, que ce que je peux voir. Et simplifions de nouveau à outrance, pour Hume, il n'y a aucune connaissance hors de ce que je peux expérimenter, avoir expérimenté. Alors, je me fais donc une image conforme de la réalité à travers l'analyse de mon expérience. Voilà. Et la constitution du doute comme un système, Oui. voire une méthode à l'intérieur des sciences, qui par principe demande la preuve Oui. ou la démonstration d'un phénomène recherché, mais en même temps, dans le processus, une mise en doute des résultats de manière, on va dire, systémique. Oui. On est d'accord que la science n'est pas un fait ou une Mais vérité. Ça, vous allez trop vite. Ah, bon, vous savez, le temps nous échappe, on est déjà... vous voyez. Ouais. Donc, peut-être je pourrais aller directement à ma question sur la question du sens de la science. Ça veut dire aujourd'hui la place de la science dans le débat public. On le voit avec le Covid. Aujourd'hui, la recherche scientifique est tous les jours dans les pages des journaux, des médias. Les meilleurs spécialistes s'expriment, s'opposent, expriment leurs doutes. Oui, bon. Oui. Alors, bon, si je réponds, j'essaye de répondre à votre question. Là, il faut savoir de quoi on parle. La science. C'est pas la science. C'est une science précise, ici en l'occurrence, ou deux. Les sciences médicales, et plus précisément la connaissance des virus, la science des virus, la virologie. Parce qu'un virus, ce n'est pas la même chose qu'une bactériologie. Qu'une bactérie, pardon. Contre les bactéries, il y a des antibiotiques qui fonctionnent encore plus ou moins, on ne sait pas combien de temps, mais enfin, ça marche. Le virus, sur lequel d'ailleurs les scientifiques ne sont, sur la nature desquels les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord. Pour les uns, c'est un organisme vivant, pour d'autres pas. Pourquoi?
parce qu'en principe, le vivant se reproduit de lui-même, par lui-même, enfin avec sa propre espèce. Le virus ne se reproduit pas par lui-même. Il ne se reproduit que dans des corps étrangers, animaux ou humains. Enfin bref, oui. C'est-à-dire encore un autre animal. Il lui faut des cellules Oh, ouais. agréables à habiter et à peupler, n'est-ce pas? Mettons-nous de son point de vue. Alors, mais enfin bon, donc nous avons les virologues, et il faut dire une chose, c'est que euh, comme la majeure partie des percées scientifiques dans le domaine médical, dans le domaine du traitement médical, pardon, au XIXe siècle, ont été faites dans l'industrie pharmaceutique plutôt que dans le secteur public, on ne s'est pas beaucoup intéressé au virus. Parce qu'on s'est rendu compte, déjà après la grippe espagnole, que c'était très compliqué, puis peut-être pas immédiatement rentable, etc. Et alors on s'est énormément intéressé aux bactéries, ce qui a permis d'ailleurs des résultats formidables. On s'est intéressé à toutes sortes de choses, mais on n'a pas fait beaucoup de virologie jusqu'à l'époque du sida, mettons les années 80. Voilà. Alors, depuis cette période, on a fait des progrès absolument gigantesques sur la connaissance même de ce qu'est un virus, comment il fonctionne. En même temps, la génétique a fait des progrès, ce qui permet le séquençage de ce qui constitue de la partie la plus élémentaire de base du virus, etc. Donc, la connaissance du virus s'est énormément améliorée. Nous avons des virologues. Là, c'est une science. Et c'est une science dure, expérimentale. C'est une science qui a un certain nombre de certitudes jusqu'à preuve du contraire. Mais moi, mon sujet n'était pas vraiment sur la question de la virologie, mais plutôt sur la question de la place des experts, des scientifiques dans le débat public. Alors, bon, nous avons ces gens-là. Nous avons une deuxième catégorie de scientifiques, tout aussi importante dans ces phénomènes-là, qui s'appelle les épidémiologues. Ça, ce sont en premier lieu des gens qui s'occupent de la manière dont une maladie se répand, dont elle devient épidémie et puis peut-être pandémie. Et alors, eux utilisent, entre autres choses, énormément de modèles statistiques, évidemment. Et il faut dire que, en combinant leur savoir, ça permet de faire des modèles, modéliser des cas. Après un certain nombre d'expériences, on peut faire un modèle qui permet de prévoir des probabilités futures. Des probabilités. C'est jamais des certitudes. Et en plus, il peut toujours y avoir des facteurs imprévus ou des choses qu'on a oubliées dans le modèle, etc. Je mentionne ça parce qu'il est tout à fait clair que toutes les autorités sanitaires sérieuses travaillent exclusivement avec des modèles. C'est-à-dire que toutes les mesures qui sont conseillées par ces conseils scientifiques sont basées sur des projections probabilistes. Maintenant, pour ce qui concerne ce virus qui nous emmerde, il est très récent, jamais oublié. La période qui permet de l'étudier jusqu'à présent est très courte et le nombre de cas est encore limité. Qu'est-ce que c'est que quelques millions? Donc, on n'est pas encore dans un processus de science dure, avéré. On est sur certains points où il y a une certitude, il y a un consensus de toute la communauté scientifique mondiale. Mais il y a d'autres points sur lesquels on est en recherche.
Et quand on est en recherche, on n'a pas encore la science absolue. Alors voilà le point de vue des gens qui sont censés conseiller les politiques. Alors, mon opinion personnelle, parce que j'en ai une, est que le politique doit absolument prendre en compte ce que lui dit notre connaissance actuelle de cette maladie. Et qu'un politique qui prétend la négliger, comme M. Modi ou M. Bolsonaro, ou, on n'en parle jamais, M. Orban, je me permets de signaler entre parenthèses que proportionnellement à la population, la Hongrie est le pays du monde qui compte le plus de morts du Covid. On oublie de dire que c'est un démocrate autoritaire européen qui est responsable de ça, parce qu'il n'a pas écouté les Mais scientifiques. je voudrais insister sur un point. Aujourd'hui, on voit tout un débat dans la collectivité, dans les médias, sur la question de la responsabilité des politiques, dans cette question de la gestion de cette crise. Et on peut lire entre les lignes le propos d'un certain nombre de philosophes, je m'excuse, Comte Sponville, par exemple, pour pour ne pas le nommer, nommer, qui dit mais comment on ne parle pas des vérités, des réalités sociales, à noter qu'on sacrifie la jeunesse pour soigner une minorité d'aînés, alors qu'on aurait dû probablement faire autrement, d'autant que, oui, proportionnellement, ce Covid, du moins que bien d'autres maladies, si on veut comparer ces types d'affections. Alors, je fais exprès de prendre ce prétexte, c'est pour ramener la question de la place de la philosophie dans... Oui, alors dans le monde contemporain, où la philosophie, où les philosophes, notamment la philosophie analytique qui s'enseigne actuellement à l'Université de Genève, sont surtout des gens qui arrivent à des incertitudes plus qu'à des certitudes et à des questions plus qu'à des réponses. Dans ce monde-là, maintenant, le rôle pratique de la philosophie est quand même très présent un peu partout, sous une forme quelquefois un peu... Enfin, que je peux trouver curieuse à l'occasion, à travers ce qu'on appelle les commissions d'éthique. C'est-à-dire qu'on en vient à un retour à l'éthique. C'est ce qui recouvre en fait toutes les morales possibles et imaginables. Et donc ces commissions d'éthique nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Alors par exemple, la grande question, faut-il donner des libertés aux gens vaccinés, ou est-ce que c'est discriminatoire, dans quelle mesure? Alors les commissions d'éthique, il y en a partout maintenant, dans toutes les entreprises qui se respectent, et à travers ces commissions se manifeste la philosophie, voilà. Maintenant, même si M. Macron a été assistant d'un philosophe très respectable qui s'appelait Paul Ricoeur, je ne pense pas qu'il soit d'inspiration très philosophique. Ça, c'est une autre affaire. En tout cas, on a de la peine à le comprendre. Mais effectivement, vous posez la question de la place de la philosophie aujourd'hui, parce que on pourrait imaginer que la science a pour vertu ou mandat de nous expliquer le monde et de facto de nous énoncer des vérités vraies et définitives, on l'espère, c'est probablement un mythe, et troisièmement, conduire les affaires publiques. Or, il y a, comme vous l'avez dit, il y a tellement de types de recherche, il y a tellement d'obédience, que finalement, ce corps de connaissances est tellement complexe que moi et vous et autres personnes, n'étant pas nous-mêmes spécialistes des domaines concernés, la virologie, je ne sais pas quoi, incapables d'appréhender des enjeux contemporains. Oui, oui. C'est effectivement un constat qu'on peut faire. La philosophie, aujourd'hui, dans la vie, ne joue pratiquement pas de rôle. Elle a été reléguée. Nous vivons dans un monde, bon, on peut dire qu'il est dominé sans le savoir par quelque chose qui vient d'une école philosophique qui s'appelle l'hédonisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire jouissons de la vie par tous les moyens possibles.
Alors, et réfléchissons le moins possible, ça fait mal à la tête, hein. D'ailleurs, toutes les études des dernières années montrent que même le comportement électoral est dicté par les sentiments infiniment plus que par la réflexion. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Je pense que c'est aussi lié à l'école, au mode d'éducation. On apprend beaucoup de choses, donc il y a des connaissances. Mais est-ce qu'on apprend à penser? Est-ce qu'on apprend à avoir une certaine discipline intellectuelle, une certaine rigueur intellectuelle? Je crains que non. Et est-ce qu'on n'a pas une société qui veut Non, simplifier le rapport à l'homme, à toute chose? non, et peut-être aussi, n'est-ce pas, il y a une très forte tendance, même en Suisse, ou notamment en Suisse, une très forte tendance à se dire que l'école doit avant tout préparer les gens à trouver un job. Mhm. Ce qui n'est d'ailleurs pas faux, puisque nous vivons dans une société où tout est fondé sur le travail, alors Mais, il faut une formation pratique. mais est-ce que c'est pas curieux de penser que la société abandonnerait aux édiles politiques le sens de l'orientation de la société? Parce que le sens de la société, c'est pas seulement produire et manger. Ah, C'est... voilà, oui. Alors, Oui. quelle école on devrait imposer aux politiques? Ce qui nous ramène aux religieux, à cette Ouais. question du Christ qui est admirable. À quoi vous sert-il de gagner le monde si c'est pour y perdre votre âme? Mm. Enfin, c'est sûrement faux comme citation, mais c'est ce qu'il a dit à peu près. Et c'est très juste. Mais est-ce que c'est une question qui intéresse vraiment même les éducateurs? J'en suis pas si sûr. Bon, les éducateurs sont perçus comme des naïfs. euh, Ou des fonctionnaires ou des moyens. fonctionnaires moyens, tout au plus pour s'occuper des insupportables, disons pour dire des choses comme ça, alors que l'éducation va bien au-delà de cette fonctionnalité ou de cette manière de représenter Euh, les choses. mais pour revenir, Mm. pardon, pour revenir euh, à l'épidémie en cours et à son traitement politique, les objections qu'a soulevées André Mhm. Comte-Sponville notamment méritent vraiment réflexion. C'est tout à fait clair que, vous voyez, par exemple, moi, je suis pas. J'approche les 80 ans. Mais enfin, quand j'ai entendu, maintenant on n'entend plus depuis, mais pendant toute ce qu'on appelait la première vague, pendant la deuxième, ce message, toutes les radios françaises, et les 80% des décès sont des gens âgés de plus de 65 ans, etc., etc., on a envie de prendre son flingue, pour la simple raison que c'est exactement la proportion normale. Parce qu'après tout, on meurt normalement quand on est vieux. Oh, dans le meilleur des cas, disons. Et donc, cette insistance sur il faut protéger les petits vieux, il faut protéger les petits vieux, est absurde. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une folie sécuritaire? Parce que quand vous me Ah, alors parlez comme ça, ça, je me dis, alors on nous impose des nouveaux systèmes avec des algorithmes de contrôle des citoyens, on nous dit que les systèmes de protection judiciaire et politique sont dépassés, on nous dit que la menace terroriste nous menace tous, on dit que les épidémies vont nous emporter, enfin. Et puis, oui, nous vivons dans une époque charmante. La principale nouvelle de ces derniers jours, je suis un peu étonné que la presse ne s'y intéresse guère, ou à peine, c'est qu'on a réussi à paralyser un pipeline qui approvisionne en énergie fossile et en gaz et en autres choses à peu près 40% de la côte est des États-Unis, New York entre autres, etc. Des hackers ont réussi à faire ça. Ça, c'est quand même une nouvelle beaucoup plus importante que beaucoup d'autres choses. Euh, Parce que c'est ça qui nous attend. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Et la Troisième Guerre mondiale commencera comme ça, et pas autrement.
n'est-ce pas? On a appris alors par la même occasion que ce dont je n'avais jamais entendu parler, mais qu'apparemment, aux États-Unis, ils ont, ces 2 dernières années, euh, réussi en dernière minute à éviter 4 incidents de ce genre. Il s'agissait notamment, dans une ville américaine, d'empoisonner toute l'eau courante. Voilà. Donc, nous avons aujourd'hui des méthodes qui, qui expliquent ce sentiment d'incertitude qui semble dominer toutes ces populations et qui nous paraît parfaitement excessif. Autrement. Parce que c'est vrai que des attentats terroristes, on n'en a pas tous les jours. Euh, donc, il y a des facteurs d'incertitude, conscients ou inconscients, mais qui sont puissants et que les régimes exploitent à des fins Alors, vous voyez, d'augmenter leur pouvoir, n'est-ce pas? Mais d'accord. ça c'est quelque chose. Quand vous créez un nouveau département, que veut faire dans quelques secteurs, que ce soit privé ou public, mais quelle est la première ambition de ce département? C'est de croître et grandir et augmenter son pouvoir. Et alors, une fois que vous êtes à la tête de l'État, vous vous sentez impuissant, donc vous voulez de plus en plus de pouvoir. Et en fait, ce qui caractérise les États modernes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est qu'ils sont relativement impuissants. Ouais. Mais moi, vous me donnez le couteau dans la main, là, je veux dire, parce que on Euh, parlait de la responsabilité scientifique. Et puis moi, je me faisais cette remarque. Personne n'a jamais dit, en tout cas, par moi, je ne l'ai pas entendu, qu'il y avait une vraie question éthique avec la question des nouvelles technologies ou la question alors, ouais. de l'apparition d'Internet et de ces médias. Alors, ce qu'on nous a dit globalement, hein, il n'y avait aucun problème. On allait dorénavant avoir un accès à la connaissance Mhm. absolue, dans une liberté absolue, n'est-ce pas? Mais Et c'est qu'il y vrai. avait, eh bien, c'est vrai, mais il n'y a pas d'autre modèle. On nous a dit ça, on a dit super. Alors aujourd'hui, si je veux faire mes paiements, je Ouais. dois apprendre une application. Si je veux aller à l'étranger, je dois ouvrir une autre application. Et après, j'apprends que mon iPhone, il est d'un vieux modèle, donc il faut que je le change. Mais c'est une parenthèse. Mais j'ai jamais entendu un scientifique, et là je vais être très vache, ou un philosophe dire, non mais les gars, c'est super cette théorie posée comme ça, mais quels vont être les désavantages, Oui. les contraintes, Ah oui. et quelles instances on devrait créer pour contrôler ces systèmes. Aujourd'hui, on n'arrive plus à les contrôler, vous avez dit, deux, trois pirates paralysent une entreprise d'approvisionnement énergétique et met globalement une région en difficulté, une entreprise en difficulté sur un plan C'est d'un très pays. exploité par les États. Oui, Ne pas oublier que les principes, pour un certain, pour le hacking très complexe, apparemment, il par faut les États aussi des structures très complexes. complexes, tout à fait. Et ce sont des États qui les financent. C'est des nouvelles guerres, on pourrait Ouais, dire, ouais, on peut ouais. dire ça. Mais ça Mais enfin, suppose, passons, ouais. ça suppose Non, des non, nou- mais vous avez parfaitement raison. C'est que euh, bon, il y a beaucoup de penseurs qui se sont occupés du politique encore, mais c'est devenu beaucoup plus rare, n'est-ce pas, avec l'effondrement du marxisme et du post-marxisme. Enfin, le post-marxisme est encore très présent, mais ça, c'est une autre affaire. Mais en général, c'est vrai que les philosophes ont plutôt tendu vers la déconstruction que vers la construction. Mhm, C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup de choses qui dominent le monde actuel, par exemple la théorie des genres et tout cela, est d'origine strictement philosophique, mhm. c'est clair. C'est-à-dire pour dire que nos comportements sont le résultat de constructions culturelles, beaucoup plus que de nature. Mais des conseils positifs au gouvernement ou à la gouvernance, en fait, on n'en voit guère. Voilà. Et la même chose est vraie pour, par exemple, tout ce qui concerne les innovations technologiques. Il y a une tendance très optimiste qui va vers le transhumanisme, n'est-ce Mhm, pas? Et c'est-à-dire, on va créer un homme augmenté, mhm. mais
dans la réalité des choses, la philosophie, au fond, a peu de choses à nous dire. La philosophie contemporaine a peu de choses à nous dire. Donc elle peut en tous les cas pas être prédictive, ça on le souhaitait peut-être pas. Mais ceci étant dit, on peut s'étonner que la philosophie est utilisée dans le débat public de temps à autre par un politique quand il est un peu coincé sur une question sociale, mais que la philosophie n'a pas lieu de citer sur des questions de grandes orientations. On le laisse confiner à des communautés d'éthique ou à de la littérature ou à des facultés universitaires. Mais c'est un peu comme si le public, lui, devenait de plus en plus déconnecté des questions de la société dans laquelle il vit et dans laquelle il va devoir fonctionner, n'est-ce pas? Alors, quel pourrait être, selon vous, le sens de la philosophie demain? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour restaurer aussi pour le public une capacité de comprendre les enjeux techniques, technocratiques, sociaux qui se posent aujourd'hui, parce qu'ils sont de plus en plus compliqué et limité à une sphère d'intellectuels qui en maîtrisent les données, n'est-ce pas? Oui, alors là, vous touchez justement encore autre chose. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de philosophes qui savent comment marche leur smartphone. Hein, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde dans lequel on ne comprend plus rien. On accepte beaucoup de choses, on s'en sert, on en jouit, mais au fond, on ne sait pas comment ça marche. Par exemple, un ordinateur, moi je suis un total analphabète. Je sais très bien le faire marcher, je maîtrise toute une série de systèmes, mais si on me demande comment ça fonctionne, bon, je suis analphabète. Et alors, il est difficile aussi de faire des réflexions sur des choses dont on ne comprend pas vraiment les fondements ou les détails. les fondements. C'est un gros problème. Donc, pour revenir à notre Je sujet. pense que si c'est vraiment, s'il y a quelque chose d'important, je ne sais pas s'il faut appeler ça philosophie, mais il faudrait stimuler chez les enfants, chez les ados, stimuler, susciter des questions, susciter, les encourager, ne pas prétendre qu'on a les réponses quand on ne les a pas. Entre parenthèses, Socrate n'a jamais dit je sais que je ne sais rien. Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit d'une manière exacte, c'est que quand je ne sais pas, je sais que je ne sais pas. Quand je ne sais pas. Mais il y a des choses que je peux savoir. Enfin, entre parenthèses, c'est donc peut-être un peu de pensée socratique dans l'éducation, et puis apprendre à penser d'une manière disciplinée, apprendre à construire une pensée, et à partir de là, apprendre à savoir quand on a tort, quand une pensée ne joue pas, se réfuter soi-même, apprendre à dialoguer avec soi-même, à se poser les bonnes questions. Je pense que c'est le seul rôle de la philosophie auprès des jeunes comme auprès des gens plus âgés. Et donc, on voudrait poursuivre, soutenir le fait de demander aux citoyens de continuer à apprendre, à s'instruire, à s'informer. Absolument. Durant toute sa vie et pas seulement pendant les premières Mais on années n'a de jamais l'école. fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'apprendre. Chers amis qui êtes là, de peur de vous laisser partir, peut-être avec un mal de tête effroyable, j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous auriez une question, une opinion? Me permet- Ça fonctionne. Oui. Je me permets, il y a eu, ça fait 4-5 ans en arrière, le fameux débat Dieu et la science. Je ne sais pas si vous voulez ça. Non, je ne me souviens pas. Ils en parlaient partout, Dieu et la science. Et il y a eu beaucoup de Nobel qui sont intervenus dans le débat. Ah, oui.
vous souvenez pas de... Non, je ne suis pas sûr. Il y avait eu des livres et tout le Oui. monde parlait de ça, Dieu et la science. Oui, Et le fameux débat, il y en a qui disaient oui, c'est très important d'avoir une pensée donc religieuse. Oui, religieuse. oui. Oui, c'est une question qui évidemment préoccupe des scientifiques comme d'autres, parce que ce sont des êtres humains comme les autres. Il ne faut quand même pas oublier, faut quand même pas croire qu'un scientifique est un martien. Et donc ces questions du sens ultime se posent. Alors il y en a beaucoup dans le monde francophone en particulier qui restent résolument matérialistes. Euh, et qui disent, bon, je suis venu du néant et je retourne au néant, un point c'est tout, tout ça n'a pas de sens, autre que celui que nous lui donnons. Et puis qui sont très contents comme ça. Et puis il y a d'autres scientifiques, notamment Einstein, qui gardait une croyance en un principe ordonnateur fondamental qu'il appelait Dieu. Me souviens par exemple de la formule qu'il a utilisée pour refuser totalement d'entrer en matière sur ce qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire un principe d'indétermination. Il a eu cette formule extraordinaire: Dieu ne joue pas au dé. Donc pour lui, il y avait un principe d'ordre qui était Dieu. Euh, Mais peut-être, donc, pour vous donner mon sentiment à votre question, heureusement qu'on ne répond pas à cette non, question. Heureusement. mais Parce qu'imaginez la réponse. Si il n'y aurait pas de Dieu, de principe organisé, probablement qu'une partie de la population des êtres humains serait complètement paniquée. Ça, c'est une première chose. Sans parler des tentatives de donner un sens humain oui, à la société. notez qu'il peut y avoir des réponses très curieuses de la part de grands scientifiques. Ce très grand physicien, qui est d'ailleurs parmi ceux qui sont à l'origine de la théorie des quanta, de la théorie quantique, du principe d'indétermination, etc., qui était Werner Heisenberg. Werner Heisenberg n'était pas seulement un grand scientifique, mais c'était un homme d'une très très grande culture classique, grecque, latine, etc., tout ce que vous voulez. Et dans une lettre, Heisenberg, je me souviens de cette formule à peu près, Heisenberg disait, c'est clair que tout ce que je sais en physique, tout ce que savent mes collègues, toute la physique, n'existe que dans notre tête à l'origine. C'est une production de notre esprit. Entre parenthèses, c'est ce que Kant a mis en lumière. Et alors Heisenberg poursuit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on envoie une fusée dans l'espace, ça correspond exactement au calcul que j'ai fait. Comment se fait-il qu'il y ait cette correspondance entre ce que l'esprit humain peut faire et la réalité du monde? Une réalité imperceptible en plus. Immatériel, Immatériel. oui. Immatériel au moment où je le perçois. C'est pas comme, par exemple, nous avons tous en tête plus ou moins clairement l'image de l'atome. Alors, c'est un certain Niels Bohr, un très grand physicien, qui un matin, en se réveillant, a reproduit immédiatement l'image qu'il a perçue en rêve de l'atome. Évidemment, c'est un homme qui avait réfléchi à l'atome pendant toute sa vie, mais l'image, plus ou moins d'ailleurs vérifiée entre-temps, mais l'image de l'atome, il l'a perçue en rêve. Mais bon, mais c'est pas ça que je voulais dire alors, à propos de Heisenberg et de Dieu. C'est que je sais que dans ces vieilles années, Heisenberg a rempli
des centaines de pages de calcul, incompréhensibles tout au reste de l'humanité, à la recherche de la formule de Dieu. Mm. Parce que si Dieu existe, il doit pouvoir être formulé en langage mathématique pour lui. Donc voilà, donc c'est vraiment... Mais n'est-ce pas, cette quête, nous avons posé la question de la vérité, on peut aussi dire l'absolu. C'est ça. Nous vivons dans l'incertitude et dans le relatif et nous aimerions bien un absolu. Et quelquefois, il m'arrive, j'avoue, d'envier les simples d'esprit, par exemple évangéliques, qui détiennent la vérité et l'absolu. Ils doivent être heureux dans un sens. Ils emmerdent le monde entier. Ils sont nuisibles, ils sont affreux. Mais c'est comme les orthodoxes juifs ou les fanatiques musulmans. Tous ces gens sont affreux. Mais dans un sens, on les envie. Ils ont une certitude. Ils ont un absolu. Ils ont un monde organisé. Oui, Ils oui, ont oui, une totalité. avec Tandis des que valeurs nous vivons... dans un scepticisme chronique. Oui, il y a cette phrase, enfin, c'est extraordinaire vers, dans les débuts de Wasteland. Il y a une traduction de Michel Léry sous le titre La Terre, pas déserte, la terre, enfin disons la Terre déserte, mais euh, Ô fils de l'homme, qu'est-ce que tu possèdes d'autre qu'un amas d'images brisées? Mm. What do you possess? A heap of broken images. Un kaléidoscope. Mm. Voilà. Mm. Excusez-moi, c'est pas une enfin, les kaléidoscopes, c'est joli quand même. Hein. Oui, alors, si Et je suis très content de mon heap of broken images, personnellement. Mais autre. quand même, quelquefois, on aspire à un absolu, Une unité, peut-être. une unité, Peut-être pas une divinité, mais une unité. totalité, Ouais. un arrondi, oui. Madame. J'aimerais juste apporter une petite précision. Les ateliers philosophiques existent, se développent dans les écoles. Et chez des tout petits enfants, des enfants, enfin des 5, 6, 7 ans. Et c'est magnifique. Et Donc, il pose c'est- sûrement les bonnes questions. Oui, alors, Mais les oui, débats, cet âge-là, partent de ouais. situations concrètes, de vécu, d'émotions. Et après, on peut faire référence à des grands penseurs, à des philosophes, mais c'est passionnant et ça se développe. Mais c'est Un peu dans le style du film Les Petits Penseurs de Frédéric Lenoir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le film. malheureusement pas. Ouais. Mais ça bouge, hein, je veux dire, et ça se développe. Ça, C'est une très bonne nouvelle, Ouais, madame. ouais. C'est très bon. En plus, c'est vrai que les questions des enfants sont très souvent les questions les plus Impertinente. Ou pertinente. pertinentes. Alors, merci à vous tous. Pardon. Merci beaucoup. Merci à vous, Alexander Brugman. J'ai le plaisir de vous annoncer le prochain sujet, d'ailleurs, qui est en lien, qui sera donc le café philo du 9 juin. Donc, le sujet, peut-on vivre sans morale? Voyez. Alors, on aura l'occasion de se battre encore un petit peu à cette occasion. En tout cas, J'aime pas merci à j'aime pas tous. du tout ce sujet. Eh ben, ça va être bien. Oui. Ça fonctionne. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'époque du révérend père Brooke-Berger, Oui, si, oui. qui disait Dieu est Dieu, nom de Dieu. Excusez, il parlait comme ça. Oui, oui, Vous vous souvenez de Brooke-Berger? Oui, oui. C'est un homme d'une intelligence Ouais. extraordinaire. C'était un dominicain. Oui, 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 oui. C'est un homme d'une grande impertinence. Oui. Oui, oui. Et, il n'était pas très catholique, si j'ose dire. Le révérend père n'était... oui, oui, oui. Clan, ouais. Oui, 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 oui. Ben, on va peut-être quand même terminer sur notre père catholique. Voilà, peut-être on fait dans le lien entre les croyances Ivan Illich était aussi... Enfin, lui, il et était la jésuite, science. oui. Merci à vous. Le nihilisme. Voilà, merci. Merci d'avoir assisté à cette animation de Cité Senior. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de laisser un like et un commentaire si elle vous a plu. Au plaisir de vous revoir tout prochainement.